Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbainculteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on se fait aller Mâche Patate! Cet épisode de Mâche Patate qui traite du zéro déchet vous est présenté par La Récolte, qui offre une réduction à nos auditeurs sur leur prochain achat. La Récolte est une initiative locale visant la réduction du gaspillage alimentaire et de la quantité de déchets en offrant des produits en vrac dans un contexte minimaliste et à tendance zéro déchet. Dans leurs 2 beaux points de vente de Québec, vous pouvez trouver tous vos ingrédients essentiels pour la cuisine, ainsi que des ingrédients de base pour la concoction de produits corporels et cosmétiques maison dans le succursale de Montcalm. Pour plus de détails, pour connaître leur calendrier d'activités ou pour lire leur blog, consultez larécolteenvrac.com. Pour visiter La Récolte, rendez-vous au 885 3e Avenue dans Limoilou et au 980 Avenue Cartier dans Montcalm et dites le code Mâche Patate à la caisse pour bénéficier de 10% de rabais jusqu'au 10 avril 2019. Donc, Mâche Patate à la caisse et n'oubliez pas d'apporter vos contenants. Bonjour, bienvenue à Mâche Patate, le podcast des urbainculteurs. Les urbainculteurs, c'est quoi? C'est un organisme à but non lucratif qui travaille à faire rayonner et à propager l'agriculture urbaine et le jardinage, et ce depuis 2009. Déjà 10 ans, c'est fou. Nous sommes vos co-animatrices Marie-Hélène Dubé et Marie-Hélène Jacques, bonjour! Alors, si vous vous intéressez au jardinage, il y a de fortes chances que vous vous intéressiez aussi à l'environnement. Sinon, ça va venir à force de jardiner, je vous le promets. Et si vous vivez pas en ermite avec Mâche Patate comme seul lien avec le reste du monde, ce qui serait quand même fort intéressant, si vous êtes dans cette situation, contactez-nous, on va peut-être faire un podcast sur vous. Donc, si vous êtes faites partie de cette société, comme nous, vous êtes probablement fort conscient et consciente qu'on a comme un petit problème de gestion de déchets, les humains. Ça vous dit sûrement quelque chose, le continent de plastique. Alors, on a entendu différentes superficies, là. J'ai l'impression qu'on sait plus il est gros comment, mais on parle d'un continent de plastique, là. Des chiffres qui sont avancés, des fois, ce serait comme 3 fois la superficie de la France, là. Fait que c'est pas un îlot, là. C'est comme... C'est immense. Une masse atroce. Quel est le rapport avec l'agriculture urbaine? Eh bien, il se trouve que l'agriculture urbaine peut être à la fois une source importante de déchets, notamment de plastique, et bien qu'elle soit une solution à la production d'autres déchets, quand même. Oui, elle peut réduire, mais aussi en créer. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Puis, pour nous en parler aujourd'hui, on a invité, je dirais, la figure de proue du mouvement Zéro Déchet québécois, c'est-à-dire Mélissa de la Fontaine. Son nom vous dit peut-être quelque chose, en fait. Elle est une ancienne aide-réalisatrice sur des plateaux de tournage. Puis Mélissa, elle a commencé à parler publiquement de sa transition personnelle vers un mode de vie zéro déchet en 2015. Progressivement, elle a été de toutes les plateformes télé, radio, au Festival Zéro Déchet de Montréal, évidemment. Elle est aujourd'hui consultante et conférencière sur le sujet avec son entreprise Le Mini-Vert. Et dans les derniers mois, elle a encore d'ailleurs gagné en visibilité en parlant de son mode de vie dans une vidéo diffusée sur le web dans la série sur la décroissance préparée par RAD, qui est le laboratoire journalistique de Radio-Canada. Si vous l'avez pas vu passer, la vidéo de Mélissa a été visionnée plus de 377 000 fois sur Facebook seulement. Il a été partagé plus de 2600 fois. Comme quoi, ce qu'elle dit rejoint une corde sensible, je crois, dans la population. On avait donc envie de s'entretenir avec elle pour savoir ce qu'elle pense de l'agriculture urbaine. Si elle a des solutions à nous donner, tu sais, à nous les urbainculteurs, là, parce que oui, on vit avec certaines contradictions, mais aussi à vous, nos auditeurs et auditrices, pour réduire la quantité de déchets qu'on produit en jardinant. Donc, bonjour Mélissa, bienvenue à Mâche Patate. Salut les Marie-Hélène, allô! Salut! Est-ce que tu peux commencer par nous dire en quoi ça consiste le mouvement zéro déchet? Parce qu'on est passé vite là-dessus, on assume que tout le monde sait de quoi on parle, ce qui est peut-être pas vrai. Puis aussi, comment t'es venue non seulement à t'y intéresser, mais à en faire carrément ta mission professionnelle? Ben, c'est une semi-courte, moyenne, longue histoire, c'est-à-dire que moi, à la base, ça m'a pris 2 déclencheurs pour catcher l'importance du mouvement zéro déchet. J'étais un petit peu dure de comprenure, fait que la première étincelle, en fait, c'est que j'ai vu une vidéo de Bea Johnson sur Internet. Bea Johnson qui est comme... comment dirais-je, notre inspiration à plusieurs partout dans le monde. Elle a pas inventé le zéro déchet, là. Quand on en parle, tout le monde dit oui, mais mes grands-parents faisaient ça, puis c'est vrai, là, au fond. Mais ce qu'on lui doit, c'est vraiment de l'avoir promu partout dans le monde. Elle fait des conférences, elle écrit un livre et tout. Et donc, j'avais vu une vidéo d'elle puis de sa famille qui produisait à peu près 1 litre de déchets à 4 par année. Fait que ça avait été mon premier choc. Parce que moi, je pensais que j'étais écolo parce que je recyclais puis je prenais les transports en commun. Puis là, j'ai fait, ah oui, mais peut-être que moins se passer. Fait que c'est ça. Mais sur le coup, j'ai rien fait. Puis est arrivé Noël. Fait
que là, j'ai comme constaté toute la surconsommation de Noël, puis ça a été vraiment mon deuxième déclencheur fort. Fait que j'ai décidé d'adopter un mode de vie zéro déchet le 1er janvier 2013. Puis c'est quoi un mode de vie zéro déchet? Ben en fait, écoute, à chaque fois qu'on me pose cette question-là, pourtant, je devrais savoir la vraie. Mais c'est beaucoup de choses, puis pour moi, c'est devenu beaucoup plus large qu'à la base. C'est-à-dire qu'au début, je me suis vraiment concentrée sur ma production de déchets à la maison que je voyais dans ma poubelle, mettons. Ça a été vraiment, vraiment ça. Fait que j'ai réduisais au maximum les déchets. Donc, en consommant moins, en consommant mieux, en évitant les emballages, des trucs jetables et tout et tout. Puis j'ai trouvé beaucoup de solutions. Puis à un moment donné, ben pour moi, le zéro déchet est devenu beaucoup plus large. C'est-à-dire que je me rendais compte qu'un objet, avant de rentrer chez moi, produisait des déchets. Et en sortant de chez moi, produisait d'autres que j'allais jamais voir dans ma poubelle et jamais toucher, au fond. Ouais. Fait que c'est pour ça que pour moi, le zéro déchet est rendu plus dur à définir parce que ça peut devenir très large. C'est-à-dire que moi, tendre vers une alimentation, par exemple, végétarienne, le bio, le local, de saison, éthique, équitable, c'est toutes des façons pour moi de tendre vers un mode de vie zéro déchet aussi. Donc, tu prends vraiment en compte finalement le cycle de vie total des objets. Là. C'est effectivement basé là-dessus, le cycle de vie étant pour définir pour certains, là, parce que c'est pas clair pour tous, c'est de voir un objet comme étant, tu sais, si par exemple j'ai un stylo devant moi que je veux jeter, mais si je jette le stylo, c'est pas juste ce stylo-là que je suis en train de jeter, mais toutes les ressources puis l'énergie que ça a pris pour l'amener à moi, puis pour s'en départir en fin de vie. Fait que c'est ça le cycle de vie d'un objet, c'est de le voir dans son entièreté en fait. Fait que définir le mode de vie zéro déchet pour moi c'est très large, mais c'est je pense que c'est de changer de paradigme, en fait. C'est de voir les choses différemment, de voir les déchets autour de soi que les gens ont pas tendance à voir de façon générale, puis d'essayer de faire de son mieux pour tendre aussi. Puis pour moi, le mot tendre est très important. Parce que quand on dit zéro déchet, ça fait hyper peur aux gens. Puis souvent sur Instagram, ce qu'on va voir, c'est des photos de pots maçons de déchets, tu sais. Mais ça fait hyper peur, là. Les gens, quand ils voient ça, ils sont comme, ben non, mais moi, je peux pas faire ça. Fait que je ferai rien au fond. Mais le but, c'est pas ça. C'est vraiment de tendre vers. C'est pas une compétition à savoir qui a la plus petite poubelle. C'est vraiment tout le monde faire de notre mieux. Fait que moi, j'aime ça quand les gens me demandent, ouais, mais c'est pour qui le zéro déchet? Puis je suis comme, ben, est-ce que t'es capable de faire de ton mieux? C'est pour toi. C'est comme, c'est pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. Ouais, c'est dur de changer son mode de vie du jour au lendemain, là. C'est sûr qu'il faut y aller une petite bouchée à la fois, là. C'est même, peu importe que ce soit le zéro déchet ou manger mieux ou faire plus le ménage, là. Peu importe. Un changement d'habitude, c'est long. C'est ça. Ça, c'est un autre truc. Les gens, ils ont l'impression qu'il faut le faire du jour au lendemain, comme tu dis, puis pas du tout, là. Je suis comme, si vous prenez 10 ans pour le faire, prenez 10 ans pour le faire. Il y en a pas de problème, là. J'aime mieux que les gens prennent plus de temps pour le faire, mais que ça soit durable, pis ça reste dans leur habitude pour toujours, que de faire des choses vite, puis là, s'écœurer puis arrêter complètement. Parce que ça n'aura pas vraiment d'impact sur l'environnement. Puis comment t'en es venue à, justement, en faire un peu de ta profession, au final? Oh, ben ça, c'est comme un addon, là. C'était pas prévu. En fait, c'est que j'ai commencé par un été passé dans le Huffington Post, il y a un article sur mon mode de vie. Après ça, j'ai passé à l'émission L'épicerie, qui a fait un reportage qui était super intéressant aussi, qui a fait que j'ai passé à RDI matin, un 28 décembre au matin. Et c'est ça. Mais là, quand je dis ça, les gens sont comme, ah ouais, puis moi, je ne savais pas, en fait, parce que j'ai pas la télé depuis quasiment toujours chez nous. Fait que je comprenais pas l'impact que ça allait avoir. Ça a été violent comme impact. Ça allait nécessiter 6 heures de gestion de Facebook par jour pendant 3 semaines. Là. C'était intense. Là, il y a eu d'autres entrevues. Puis là, je me suis fait demander 5 conférences pour le jour de la Terre qui s'en venait. Fait que j'étais comme, ben, ça passe ou ça casse. On va essayer. Au pire, il me rappelle pas, tu sais. Puis finalement, ben, sur les 5, il y en a 3 qui m'ont rappelé. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à partager mes trucs. Les gens, je pense qu'ils ont beaucoup apprécié. Fait que, voilà, c'était lancé. C'est ça qui s'est passé. Cool. Fait que dans ta gestion de Facebook post-télé, c'était positif, là. C'était des demandes pour t'avoir. Ben, tu te faisais pas troller parce que... ben, oui, mais pas sur ma page à moi. Tu sais, les gens mettaient, il y avait des commentaires négatifs sur les autres pages. À cette époque-là, j'ai lisé au complet. Quelle erreur, on apprend, hein? On apprend dans la vie. J'ai appris à ne plus jamais faire ça. Mais personnellement, non. Toutes les gens qui m'écrivaient, c'était super positif. J'avais des demandes d'amitié par dizaines et dizaines et dizaines, ça avait pas rapport, mais tu sais. Fait que des choses de même. Ouais. Ah, ben, c'est bien. Mais c'était positif, oui. Puis là, est-ce qu'on plonge dans le vif du sujet? Oui. Mélissa. Oui, allô. Est-ce que tu jardines, toi? Ouais. Oui, j'aime beaucoup ça, jardiner. C'est une de mes grandes passions, je l'avoue. Puis le jardinage, trouves-tu que ça produit beaucoup de déchets? Trouves-tu que c'est un défi? Ben oui, j'ai eu beaucoup de défis. J'ai eu beaucoup de lâcher prise aussi au début. Puis c'est drôle, justement, avant qu'on parte le podcast, j'étais comme, mais qu'est-ce qui s'est passé au fond dans mes étapes? Parce que quand j'ai commencé, j'étais allée par étapes. Tu sais, j'ai commencé par acheter des semis. Puis là, ça me faisait chier parce qu'il y avait le truc de plastique. Je m'en sortais pas vraiment. Mais en même temps, tout faire d'un coup, puis tu sais, les faire moi-même, c'était trop difficile pour moi. Fait que j'étais allée par étapes. Ouais, puis en général, on les fait dans des pots de plastique. Bon, on va sûrement aborder ça plus tard, là. Mais ben, qu'on les achète ou
rien qu'on de... les achète avec la plante dedans ou pas encore avec la plante dedans. Mais oui, il y a plein de trucs. C'est ça. Moi, je réutilise quelque chose que j'ai déjà chez moi plutôt que d'en acheter. Fait qu'au début, oui, j'en faisais. Il y a la terre qui m'a posé des problèmes longtemps, puis acheter des sacs de terre en plastique, je peux pas vous exprimer comment ça me fâchait, là. Puis pas l'été dernier, mais l'été d'avant. Je comptais plus le nombre de poches. J'arrêtais pas d'aller en racheter parce que j'étais un petit peu freak du jardin de balcon, là. Chez moi, j'ai 2 balcons, un en avant, un en arrière. Cette année, j'ai envahi le balcon de ma voisine d'en haut, ma voisine d'à côté, puis dans le stationnement en bas aussi, j'ai mis des plantes, tu sais. Fait que arroser toutes mes plantes le soir, ça me prend une demi-heure, genre. OK. C'est vaste. Fait que c'était beaucoup de sacs de terre. Fait que j'ai fini cette année par trouver une solution pour avoir de la terre en vrac. Fait que ça s'est fait progressivement, je te dirais, de trouver des solutions peu à peu aux déchets, ouais. Puis là, je fais mes semis maintenant. Oui, j'ai mais appris, c'est ça. je m'en viens meilleure. Souvent, en débutant, comme tu dis, là, pour se mettre à jardiner, c'est comme l'étape qui fait que les gens vont décrocher après, parce que s'il y a comme trop de risques que ça marche pas bien, les semis, la première fois, fait que, t'as bien fait, je pense. Là. Ouais. Mais là, ça me passionne. Récolter, même là, je suis rendue au stade où cet été, j'ai récolté mes semences. Fait que là, je vais tester s'ils fonctionnent cet hiver, mais j'ai récolté mes semences. Ça, je suis vraiment excitée. T'as bouclé la boucle. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je suis aussi excitée. Je vais être capable de tourner, genre. Ouais, c'est vrai, chers auditeurs, ses yeux brillent. Je le dis souvent, là. Mais notre invité est excité. Est-ce qu'on commence par le début, justement, les semis? Mettons qu'on passe la saison de jardinage puis les différents intrants puis problématiques zéro déchet auxquelles on fait face, là. Ouais. C'est quoi tes astuces pour réduire les déchets à l'étape des semis? À l'étape des semis, moi, j'achète du lait de soya en pinte. J'ai déjà essayé de le faire, c'est une solution zéro déchet que je n'ai pas acceptée dans ma vie. Fait que je l'achète en pinte. Fait que quelques semaines avant, en fait, de faire mes semis, je les garde. Fait que je vais couper comme un côté de la pinte puis je vais les faire dans la pinte. Fait qu'au moins, je réutilise quelque chose puis après, je le mets au recyclage. Sinon, pour identifier mes semis, ben j'ai gardé, puis là, j'en ai même pas assez. Il va falloir que je trouve éventuellement une autre solution, mais mes manches de brosse à dents en bambou, plutôt que de les composter, j'ai gardé puis je mettais, j'écrivais dessus pour l'identifier qu'est-ce que c'était. Mais là, je dois avouer aussi que mes semis, l'année passée, je les ai faites en collaboration avec une agricultrice bio dans la région de Sherbrooke qui fournit à ma tante, qui est vraiment extraordinaire. Ah ben, elle était bien entourée. Oui, non, ça. Fait qu'on les a faites dans sa serre, c'était comme incroyable. Ah ben là, la grosse classe. Mais vraiment, rien à voir. Mes petits plants de tomates, quand moi, je les ai faites chez nous, ils étaient tout feluets et hauts et, tu sais, comme dégueux, là. Puis chez elle, ça fait... C'était incroyable. Fait qu'elle a des identificateurs en plastique. Fait que, je vais pas commencer à m'immiscer dans sa façon de faire. Fait que je prenais les siens, mais je les ai gardés cette année pour pouvoir soit les effacer ou comme les réutiliser l'année prochaine. Fait que j'essaie de réutiliser ce que j'ai sous la main pour identifier plutôt que d'acheter du neuf. Ouais. Moi, j'ai vu des gens qui utilisaient des vieux stores c'est une bonne idée. horizontaux. C'est tu sais, qui étaient scrap, là, puis là, tu découpes ça en petites languettes, puis t'écris dessus. Mais ça, des identificateurs, tu sais, c'est pas... faut juste fouiller chez nous. Il y a tout le temps quelque chose de niaiseux qui traîne, qui fait la job. Ben oui! Ouais. Pour ceux qui ont des pots de yogourt en plastique, là, c'est souvent quelque chose de récupérer, là, découper puis remis. Ou, tu sais, au jardin même, on peut prendre comme des galets, écrire les sortes de plantes. C'est sûr que pour des semis, ça commence à être un peu intense d'avoir des galets partout sur son étage. Oui. Par exemple, c'est full Instagrammable, là, mais peut-être pas super pratique. Puis les semences elles-mêmes, en fait, en général, c'est un petit sac de papier. Hey, je me rends compte que vraiment, je suis dans un contexte particulier de chance qu'on peut pas propager à tout le monde. Mais oui, mais moi, j'avoue que je m'en fais poster. Mais tu sais, ils sont dans une enveloppe de papier aussi. Mais il y a une fille de Terrebonne qui est super gentille, qui m'envoie, elle a fait des semences ancestrales depuis toujours, puis elle veut comme propager la bonne nouvelle Fait qu'à chaque année, elle me poste des semences ancestrales. Ben là, il faut tes amis, mais je peux c'est pas. Quoi ce réseau de contacts où les gens t'envoient des semences parties par une professionnelle, puis tes voisins te prêtent leur balcon. Je me fais des amis, là. Mais là, c'est ça, je veux pas, tu sais, à un moment donné, j'ai la réflexion de me dire, parce qu'elle m'en postait à chaque année, que je voulais plus dépendre d'elle. Parce qu'à un moment donné, tu sais, le but, c'est d'être autonome aussi, comme elle l'est. Fait que là, c'est pour ça que cette année, c'est la première fois que j'essaie de faire mes semences moi-même, là. Mais en fait, l'échange puis le partage, c'est justement une vraiment belle piste, parce que c'est ça produit, tant qu'il y a une personne dans notre réseau qui se met à conserver des semences, ça en fait déjà pas mal. Oui, moi, pour avoir conservé, je suis comme, voulez-vous des graines de citrouille, gang? J'en ai à offrir. Puis d'ailleurs, je nomme en passant qu'il y a une ressource qui s'appelle Plant Catching. Puis là, ça peut être pour les semences, mais pour plein d'autres choses comme ça. Puis qu'il y a une espèce de plateforme où on peut dire, moi, j'ai telle bouture de telle plante ou tel matériel à donner. Puis les gens peuvent se contacter, donc vous irez voir ça. Voilà. Cool. Fait que là, maintenant que tes semis sont faits dans des pots que tu as récupérés, avec des étiquettes que tu as récupérées, là, si on parle de contenants de jardinage,
Bon, là, Ouais. ben longtemps, j'en ai récupéré autour de moi. Je pense pas avoir jamais acheté des pots en toute sincérité, là, ou à la friperie si j'en trouvais. Mais souvent, ceux de la friperie sont trop petits, là, fait que je finis par m'en débarrasser parce que je me rends bien compte que pour faire pousser des plantes comestibles, ce n'est pas possible. Là. Surtout si tu arroses 4 balcons manuellement, t'as intérêt à avoir des gros pots qui sèchent plus lentement. Oui, bon point. Ouais. Ça, puis j'ai découvert aussi la magie du paillis, là. Mais ça, c'est un autre sujet, là, mais ça a changé ma vie. Mais tout ça pour dire que oui, j'ai longtemps récupéré des pots de ma mère, de voisins, de tu sais ou la friperie à la limite. Et là, je commence à faire le switch. Là, c'est un moment où j'ai décidé d'acheter neuf. Il y a les Empotés, qui est une fille super fine qui s'appelle Pauline à Montréal qui est fait. Puis j'y ai jasé. Puis comme tout est fait au Québec dans ces pots là, elle est vraiment vraiment titilleuse là-dessus et je l'adore pour ça. C'est des pots en géotextile. Donc ça l'aide aussi les plantes à respirer. Puis je confirme pour en avoir testé quelques plants de tomates avec versus mes autres pots. Puis comme mes plants de tomates étaient très très heureux dans les pots en géotextile. Puis après aussi pour un balcon, ça se plie. Parce que là, moi, pendant l'hiver, j'ai pas de garage pour entreposer mes pots. Fait que c'est genre une montagne de pots avec une bâche par-dessus sur mon balcon. Ben, fait même mieux que ça, l'hiver, et tu peux les laisser dehors avec la terre aussi. Ben aussi, puis ils vont pas casser parce que c'est en géotextile, tu sais. Fait que éventuellement, je pense que je vais comme transférer d'année en année ma flotte de pots durs en pots en géotextile pour toutes ces raisons là. Ouais. Fait que moi j'ai switché vers ça. Fait que oui, c'est neuf mais je trouve ça bien plus avantageux personnellement. Ouais. Ben, on est des fans de Empotés nous aussi, ils sont disponibles sur notre boutique en ligne. Exactement. Nice. Ouais. Mais d'ailleurs, on confirme parce que c'est dans notre pratique aussi aux urbainculteurs là, que des pots en géotextile c'est super pratique puis que les plantes s'y plaisent beaucoup là, c'est beaucoup plus productif, sont plus vigoureuses puis effectivement tu parles sur les balcons pour la place mais aussi pour le poids là. Ouais. C'est moins lourd pour ton balcon un pot en géotextile. C'est vrai, t'as bien raison. J'avais même pas pensé à ça. Je pensais à mon dos là. Ah oui, aussi. J'essaie de bouger le moins possible là, mais Puis là le terreau. Bon, là, on en jasait avant. Ça, j'ai charrié longtemps des sacs de terre. J'ai trouvé, et là, c'est nono, faudrait que je vous retrouve le lien. Mais tu sais, c'est sûr que moi, c'est une référence à Montréal. Là. Vous pourrez pas commander deux à Québec, je m'excuse. Mais j'ai trouvé une place où ils vendaient de la terre. Puis c'était vraiment du terreau. Là, c'est moi qui suis plus spécialiste de ce sujet-là. Mais je pense qu'il y avait comme un tiers terre noire, un tiers compost, mais un tiers une autre patente. Donc, c'était déjà comme un mélange fait pour faire un potager exprès. Puis il me l'amenait en vrac, c'est-à-dire dans des poches de sacs qui pouvaient me laisser. Là, la fille, elle allait me donner. Mais si j'y redonnais, elle repartait avec. Puis elle va les remplir puis les réutiliser pour une prochaine commande. Fait que j'ai finalement trouvé de la terre en vrac. En toute sincérité, ça m'a coûté un bras et quart. C'est pas le même prix, là, on va se le dire. Là, quand j'ai dit le prix à mes voisins, comme leur tête a explosé. Mais puis elle était comme, t'as pas payé ça? Puis je suis comme, mais oui, parce qu'elle est bio, puis elle est en vrac. Puis je trouve ça important, pour vrai. Puis que ça soit bio aussi. Même quand j'achetais en sac, j'achetais bio, puis c'est plus cher, puis je m'en fous. Mais ça, c'est ça. C'est dans mes valeurs. Moi, c'est des choses que, dans mon budget, mettons, zéro déchet, j'ai des choses que je sais qui coûtent plus cher, mais j'économise tellement ailleurs, tu sais, mettons, en n'achetant pas des choses ou en achetant usagé, que ça compense largement pour ces achats-là qui ont l'air astronomiques pour certains, mais pour moi, c'est comme, c'est pas grave. Ouais, je comprends. J'ai pas de source de terreau en vrac à Québec, mais du paillis, on a Monsieur Hébert qu'on devrait inviter un jour, c'est vrai. Qui reprend ses poches lui aussi de paillis. Ouais, c'est pas un paillis qui est super adéquat pour la culture en pot, là, c'est plus pour les plates-bandes, c'est très approprié pour les plates-bandes de vivaces. Puis ce serait ma seule je vous offre ma seule connaissance c'est les jardins vivaces de Charlebourg. Les jardins vivaces de Charlebourg qui offrent qui reprend les poches finalement, là, le même principe. Mais ouais, pour le terreau en vrac, ça se fait, mais genre en camion, là, à Québec. Oui, là, c'est ça. Faut acheter en tout cas, on n'a pas cherché peut-être à fond parce que nous, on travaille avec des énormes volumes aux urbainculteurs, là. Fait que, tu sais, pour des solutions individuelles, là, ce serait à défricher ou à demander, en fait, aux gens qui vendent du terreau. Créons la demande. Ben ça, puis j'allais dire, moi, je voulais le regarder, mais là, j'ai eu le problème les gens voulaient pas payer le même prix que moi, mais je voulais essayer de me regrouper avec mes voisins pour qu'on se fasse shipper une cargaison puis qu'ils viennent après ça en prendre chez nous puis qu'on split le coût. Mais quand ils ont vu combien moi j'étais prête à payer, eux, ils étaient pas prêts à payer. Fait que finalement, j'ai été toute seule. Là. Mais ça peut être une façon aussi de se mettre à la gang entre voisins. Surtout en milieu urbain, c'est plus facile. Oui, c'est vrai. Si on parle d'économie d'eau, tu sais, c'est pas un déchet à proprement parler, mais c'est une ressource précieuse. Moi, c'est un truc qui me fait un peu flipper, j'avoue, la quantité d'eau que je mets dans mes pots, là. Mais je me dis, après, ce que je mange, il arrive ça aussi, là. Mais justement, la découverte du paillis, là, l'année passée, parce que l'été dernier, c'est la première fois que j'ai mis du paillis dans mes pots. Je l'avais pas fait l'été d'avant, puis comme la différence était incroyable. J'ai vu à quel point l'eau restait comme beaucoup plus longtemps, puis ça restait humide plus longtemps, fait que j'arrosais moins souvent, là. Mon premier été, j'arrosais tous les jours.
comme tout le temps. Ouais, Puis là, je suis tu te capable rends d'en compte. skipper au besoin, sauf en temps de canicule, bien sûr, mais Puis quand on parle de temps de canicule, l'été passé, t'as quand même pas dû pouvoir skipper tant que ça. non. Puis en fait, j'ai été beaucoup partie, fait que c'est des voisines qui s'en occupaient, fait que je pense que des fois, il y a eu du petit skip, puis c'est correct, tu sais, ils sont super fines de s'en occuper, mais j'ai perdu beaucoup de plantes à cause de la canicule l'année passée. Mais il y a même un côté de moi qui me dit, je pense qu'à arroser tous les jours, puis c'est tellement chaud, puis c'est là que les changements climatiques me font peur, que je pense que je pouvais même pas les rescaper, là. C'est comme j'ai perdu du stock parce que ça avait aucun sens, là. C'était intense, ouais. Puis quel paillis tu utilises, toi, en pot? Ben, j'ai pas acheté, puis ça, c'est un autre truc qui est cool, c'est mon arrondissement. Parce que, je sais pas ici, c'est sûr, mais à Montréal, mon arrondissement, heureusement, la petite patrie, à chaque début de saison, on peut aller chercher du compost puis du paillis en vrac. Mais là, en gros, c'est comme, ils font un maudit gros tas dans le parc, là. Puis là, tu te mets en file longtemps, là. Puis là, c'est premier arrivé, premier servi, t'amènes tes chaudières, tu remplis, puis fait que je me pogne du paillis. Tu sais, je pense que c'est les restants. copeaux de... C'est vraiment les copeaux de eux quand ils coupent des arbres, Ok. quand, parce que c'est du bois, visiblement. là. Ouais. Fait que c'est du Ok. BRF, là, du bois reméal fragmenté. Ou bien Puis y a-tu d'autres encore choses? là, Ouais. admettons qu'on veut être... c'est quoi le mot que je cherche? Tight? C'est pas ça le mot que je veux dire, mais... Tu sais, du BRF, il y a comme certains critères, là. Faut que ce soit des branches en deçà d'un tel diamètre, Ok. puis c'est Monsieur Hébert, c'est 100% feuillu, alors que, tu sais, l'Université Laval a établi des critères qui, je crois, sont 70 feuillus jusqu'à une tolérance de 30 conifères, mais là, c'est de mémoire, là. On m'avait pas prévenu que je parlerais de paillis et de BRF. Fait que, tu sais, du bois réméal fragmenté, c'est pas peu importe quoi, là, des bûches, tu sais, c'est pas des déchets d'émondeurs quelconques, tu sais, il y a comme des critères. Fait que ce que tu dois avoir en vrac à ton arrondissement, ça doit être tout mélangé. La crainte que j'aurais, puis je te pose la question, c'est que quand on utilise ce genre de paillis-là, la première année, ça peut consommer beaucoup d'azote dans notre terreau, qui est super important pour la croissance des plantes. T'as-tu remarqué un effet sur la fertilité? Est-ce que tes plantes étaient, mettons, souvent vert pâle, puis t'avais besoin d'utiliser beaucoup d'engrais, ou ça s'est bien passé? Ben, j'en mets de l'engrais, fait que Ouais. je sais pas, j'aurais de la misère à te dire. Ben, c'est la façon de pallier, là, c'est de fournir beaucoup d'engrais azotés. Ben, de toute là. façon, comme je t'en pose, je me doute que j'ai pas le choix à m'en d'en mettre, Non, là. c'est Fait ça. que j'en mets. Puis là, je sais pas si j'ai bonne solution. Vous pourriez, là, c'est comme le bout de la chronique que vous pourriez m'aider, là. Parce que là, moi, je mets des, tu sais, le liquide en algues en liquide. Ouais, c'est super bon. Ok, Ouais, j'avais ouais. pas de chicaner. Puis, C'est sûr c'est que quoi, si là? t'avais fait quelque chose de pas correct, sûrement ce qu'on aurait fait, c'est te chicaner. Ouais. mais je voyais pas d'autres issues. Fait que, puis l'autre affaire, c'est voyons, j'ai déjà oublié c'est quoi pour les tomates, les petites granules blanches, là. Mais pas c'est du fumier de poulet, peut-être, Non, non? Non, c'est Blanche. pas du calcium. Oh non, j'ai un blanc profond, là. Parce Je sais que pas. souvent, C'est une genre ça de comme vitamine. engrais, disons, de base, là. On Ouais, peut mais c'est souvent un truc utiliser du spécifique. fumier de poulet qui se vend dans des pintes en carton. Ouais, non, c'est pas celui-là. C'est un truc Puis- spécifique, blanc, qui ressemble à du gros sel. Et que je le boboy. sais pas. Et que je m'en rappelle pas. Si ça me revient, je vous reviens. C'est pas justement un sel d'Epsom, genre Non. magnésium, machin, non? Écoute. On va passer à la prochaine question, Lisa. Mais moi, je voulais juste ajouter, en fait, que le paillis, en passant, même si vous cultivez pas en pot, hein, ça vaut la peine. Tu sais, même si vous êtes Ouais. en plein sol, là, puis ça va aider aussi pour la gestion des mauvaises herbes puis plein d'autres choses. Ah oui, vraiment. Ça aussi, Ça vaut la ça peine. m'avait... Oui, c'est ça. Moins de Mhm. mauvaises herbes, même dans... Tu sais, il y en a pas beaucoup dans des pots, mais quand même, puis ça l'avait aidé. Mhm. Ouais. Puis le compost, tu disais que dans ton terreau, il y avait déjà un mélange de compost. Sinon, t'es allé aussi en chercher, j'imagine, Ouais, à ton arrondissement. Quand j'avais pas cette terre-là, j'allais en chercher à l'arrondissement. Ok. Parce que, ben, ça, moi, la ville ramasse, fait que je fais pas mon Ouais. compost. Mon voisin m'a proposé qu'on le fasse, mais tu sais, on n'a pas vraiment d'espace, puis fait que je me fie sur l'arrondissement pour me le fournir. Ça, c'est fun, des solutions faciles. Oui! Ouais, mais que vous jardiniez ou pas, le compost, c'est quand même une des façons les plus simples de réduire significativement la quantité de déchets qu'on Clairement. produit, là. Là, j'applaudis silencieusement cette Oui, c'est remarque. Tu sais, on évalue que c'est environ 40% de notre poubelle qui est composée de déchets qu'on pourrait composter. Même des fois, je lèverais. C'est que dans le sens où si Ouais. c'est des gens qui cuisinent beaucoup, là. Oui, c'est ça. Chez moi, c'est c'est ça. quasiment 60% de ma poubelle Ouais, moi que aussi, ça j'enlevais doit ressembler à direct. ça. Ouais. Ouais. C'est ça. Fait que si vous êtes intimidé parce qu'il vous semble être des milliers d'habitudes à changer pour réduire vos déchets, ben la première, ce serait probablement de commencer à composter, puis là, vous allez avoir déjà un impact incroyable sur votre poubelle et sur son odeur. Ouais. Oui. Tu sais, c'est Moi, ça me fait rire quand les gens me disent, excusez-moi, là, je vais faire un petit peu de bébé monté de lait, là. Mais quand les gens me disent, ça pue le compost, puis je suis comme, et ta poubelle, elle?
Ouais, C'est le même contenu, mais en plus mixé avec du plastique. Puis moi, je trouve que ça pue encore plus parce qu'on dirait que ça fait une réaction chimique entre les deux qui est encore plus désagréable que juste l'odeur du compost, tu sais. Fait que c'est tout, c'était ma chronique éditoriale. Ouais, je comprends. Aussi, les poubelles où il y a des... Tu sais, ça fait tellement longtemps que je composte. On dirait que le compost, c'est vraiment addictif, là, tu sais, qu'on peut pas revenir en arrière. Puis quand j'ouvre une poubelle, tu sais, chez d'autres personnes qui compostent ça, puis que je vois des matières compostables, je suis vraiment comme... Je suis pas choquée dans le sens que je suis fâchée, je chicane personne, ni toi, ni les gens qui compostent pas. Mais ça me fait un choc, puis je trouve ça pue, puis je trouve ça laid. Je suis comme, mais voyons, c'est pas là que ça va. Non, je te feel. Je te feel. Yes! Ouais, c'est fou, pareil, hein, comment des fois, on est comme dans notre petite bulle, là, mais puis on se rend pas compte. Moi, ça me fait ça avec les recettes, là, comme j'oublie que ça existe de manger de la viande. Tu sais, mettons, je tombe sur des recettes qu'il y a de la viande dedans, puis je fais, comment c'est vrai? Tu sais, il y a des recettes avec ça. Peut-être quand on pense à des habitudes meilleures, comme quand t'arrêtes de fumer dans la vie, là, si vous avez déjà fumé ou connaissez des gens, tu sais, on peut pas croire qu'on a déjà fait ça, qu'on a déjà senti ça, cette odeur-là, puis tu sais. Mais là, je pense que ce que vous êtes en train de soulever, c'est la preuve que un changement d'habitude, ça se fait, puis une fois que c'est changé, ça s'intègre de la même façon qu'avant. C'est ça. Pour ça qu'on que ça me reviendrait jamais en arrière. Non, c'est ça. C'est ça qui me fait rire quand les gens disent, ben oui, mais c'est compliqué de zéro déchet. Je suis comme, non, le défi, ce qui est plus difficile, c'est la transition. C'est pour ça que je dis aux gens, étirez-la sur le temps que vous avez besoin. Mais après, ma vie est pas plus compliquée que celle de personne d'autre, même beaucoup moins compliquée, je dirais, car j'ai réduit grandement ma consommation et tout est rendu beaucoup plus simple chez moi, tu sais. Mais c'est ça, c'est une fois que les habitudes sont intégrées, on y pense pas, là. Je ne réfléchis pas tous les jours à être zéro déchet, là. C'est juste intégré, là. Ouais. C'est clair, je comprends. Si on revient au jardinage, après cette belle parenthèse sur le changement d'habitude, as-tu des trucs pour les produits phytosanitaires? Est-ce que t'as switché? Produits phytosanitaires? Je viens de te bouleverser. Ouais, non, je suis un petit peu, est-ce que tu utilises quelque chose contre, mettons, des insectes ou, Ah ouais, ok, ça, c'est un mot texte. Genre des pesticides ou des, tu sais. Ben là, moi, je suis encore dans l'expérimental à ce niveau-là. Fait que là, qu'est-ce que j'ai découvert cet été-là? Faut que je me rappelle. J'ai découvert que les petits champignons blancs sur les feuilles de tomates, c'était, je mélangeais de l'eau avec du bicarbonate de soude. Tu sais, je vais chercher sur Internet, là. C'est vraiment ça qui se passe, puis je teste, puis ça marche ou ça marche pas, là. Puis au début, tu sais, des fois, j'essaye sans checker, là, puis ça marche pas. Genre, j'avais essayé du vinaigre, puis là, ça marchait pas, puis là, j'allais voir, puis c'était du bicarbonate que ça prenait, puis j'étais genre, ouais, c'est pas exactement la même chose, tu sais, c'est pas le même bord de pH qu'on va. Puis les plantes sont vraiment pas tant amies, là. Non, ben c'est ça, puis ça avait honnêtement rien fait, là. Fait que là, j'ai catché que c'était du bicarbonate, puis ça a bien fonctionné. Il me semble que j'avais trouvé une autre recette pour, c'est-tu des pucerons? À base d'ail, peut-être, ça se peut-tu? Ouais, non, il y avait pas d'ail. Ah, mais je veux ta recette avec de l'ail, par exemple. Mais... j'invite, en fait, si ça vous intéresse, là, sur le site des urbaculteurs, il y a une section apprendre. Puis, il y a des vidéos, entre autres, sur justement la gestion des insectes puis des mauvaises herbes, tout ça, dans... Il faut que je pense à la... Structure du site. C'est dans apprendre milieu de saison. Puis là, il y a insectes et machin. Puis là, voilà, il y a une recette d'insecticides à base d'ail. Puis il y a aussi des recettes de purin et de décoction à base de plantes qui peuvent servir soit comme engrais ou comme insecticide aussi. Parce que les remèdes du marché viennent dans des petits pots de plastique qui sont, oui, recyclables, mais on n'a pas parlé un peu des bases même du zéro déchet, mais tu sais, le recyclage au fond. On essaie d'éviter. C'est comme c'est après avoir essayé de refuser, réduire, réutiliser. Là, après, on recycle, mais avant, on essaie de refuser. C'est ça, de simplement éviter là, ces produits-là. Fait que les remèdes maison, il y en a toutes sortes d'histoires folkloriques qui fonctionnent pas, là, mais il y en a quelques-uns qui sont éprouvés. Puis ceux-là, il y a moyen de les faire sans produire de déchets, là, comme du bicarbonate de soude dans l'eau. Ça marche bien pour les champignons sur les feuilles des tomates, justement, à condition d'en faire une application quasi quotidienne, là. Ouais, ben j'ai vu que c'était mieux en prévention. Moi, je l'ai pris comme quand ça a sorti, mais j'en mettais à tous les jours, puis ça a vraiment bien fonctionné. Mais une fois par semaine, ça suffit pas. Tu sais, ceux qui pensent que ça marche pas, c'est parce que vous l'avez pas mis assez souvent. Lâchez pas, continuez. Puis, c'est ça, fait qu'il y a des remèdes maison, tu sais, une décoction d'ail ou de prêle ou de tout ça, c'est des choses qui, mais là, ça vient en vrac dans la nature. Que là, je cherchais sur Internet, des fois, j'étais genre, clairement, ceci est pas une recette pertinente. Puis là, j'essayais de filtrer, puis, fait que je fais des essais-erreurs. Je sais que j'avais trouvé une autre recette, je me rappelle plus c'est quoi. Mais j'ai vécu un moment très drôle, par exemple. Tu sais, on apprend en jardinant, là. Puis tu sais, même, je vais vous faire une confidence. Mon jardin n'est économiquement pas du tout rentable, là. Surtout au prix que je paye ma terre, là. Genre, je fais pas mon jardin de balcon pour me nourrir, là. Je le fais vraiment dans l'idée d'apprendre, de mieux comprendre. Puis je me dis, un jour, quand j'aurai un terrain,
je saurai comment mieux jardiner, puis là, ça pourra devenir productif, mettons. Mais dans mes apprentissages, c'était vraiment niaiseux que je savais pas. Dans mon kale, je me suis mis à voir des verres, tu sais, des genres de verres un peu colorés, puis tout. Puis j'ai comme, mon Dieu, c'est quoi ça? C'est donc ben gros. Puis là, je cherche pour moi, tu sais, m'en débarrasser, puis tout. Je fais un post Facebook, puis il y a quelqu'un qui me dit, mais ça, c'est la larve de la coccinelle. Laisse-la, parce que j'avais des puces dans mon kale. Fait qu'à cause que les puces étaient apparues dans mon kale, ben la coccinelle est en train de se développer. Fait qu'en fait, j'avais rien à faire. J'avais même pas besoin de mettre de rien. La nature est en train de gérer les puces que j'avais dans mon kale. Je suis partie quelques jours en vacances, puis quand je suis revenue, il y avait ni puces ni coccinelle. Tout le monde était parti. Mon kale était clean. C'est très cute que tu dises puce. Ce que tu dis, c'est puceron. Puceron, je m'excuse. Mais c'est tout mignon. Je suis des désolée. Puces. C'est pas mon domaine d'expertise. On comprend. Je suis vraiment surtout pas, hein. Mais je suis vraiment en période d'apprentissage de jardinage, je vous jure, là, c'est expérimental au bout de mon affaire. On pourrait s'échanger des formations, si tu veux. Je pense que oui, j'aimerais ça en apprendre avec vous. Il y aurait une collaboration à faire. Mais c'est clair que ce que tu soulèves, c'est pertinent, là, que souvent la nature, tu sais, on n'a rien à faire souvent, là. On laisse la nature aller, puis c'est même beau. C'est sûr que si c'est notre gagne-pain de jardiner, c'est une autre histoire, là, quand tu sais, ça dépend, ton revenu dépend de l'agriculture, c'est autre chose, mais quand même, sur ton balcon, c'est ça. Genre, je dépends pas du kale qui pousse dans mon petit pot sur mon balcon. Tu vas survivre. Oui. Au point de vue des récoltes, tu sais, il y a beaucoup de trucs pour conserver ces aliments qui se passent avec des sacs Ziploc, des Scott Towel. C'est quoi dans le bon mot? Essuie-tout. Moi. Tu sais, mon cerveau produit des anglicismes aujourd'hui. Merci. T'as-tu développé des trucs particuliers, entre autres pour les fines herbes, je pense? Ouais, ben il y a plein de trucs. Mettons, ce que je me suis rendu compte, le basilic à ne pas mettre dans le frigidaire, là. Ben, je suis sûre que vous le savez, les filles, ça noircit. Là, j'ai bien sûr fait le test. Alors que juste de le mettre, mettons, dans un pot en verre avec de l'eau sur le comptoir, ça se garde quand même vraiment longtemps. Moi, mon truc préféré pour à peu près toutes, là, sauf petites exceptions, c'est dans des bacs en plastique, là, parce que c'est plus léger, plus facile. Normalement, ma mère, elle mettait un essuie-tout, mais moi, je mets un linge à vaisselle pour être zéro déchet. Fait que le linge à vaisselle gère l'humidité, en fait, de ce qui est dedans. Puis mes légumes et toutes mes feuilles durent vraiment plus longtemps, là. Tu sais, genre, de la laitue chez nous, dans le frigidaire, de même, ça peut durer 2, des fois 3 semaines. Ben, fait que c'est super efficace. Fait que dans un contenant de plastique hermétique, avec une petite débarbouillette mouillée pour y fournir de l'humidité. Exact. Pour comme gérer l'absorption puis tout. Puis je sais qu'il y a des fines herbes que c'est mieux de les mettre comme un peu comme le basilic mais dans le frigidaire, tu sais, les pieds dans l'eau. Fait que ça dépend lesquels. Je serais pas la spécialiste pour dire lequel faire quoi exactement. Là, j'y vais plus au feeling que d'autres choses, mais les bacs ça se conserve super longtemps. En fait, j'ai le gros bac Tupperware, je sais pas si vous voyez, carré, vraiment gros, turquoise, vieux. Ouais, de ma grand-mère. Là, je viens d'avoir l'image. C'est vraiment la meilleure chose ever. Puis là, ma sœur, elle a mis la main sur celle de sa grand-mère, parce que c'est ma demi-sœur, là, de sa grand-mère à elle. Puis genre, c'est la vie, là. Les deux, on a chacun notre gros bac, puis ça garde les légumes full longtemps, là. C'est vraiment efficace, ouais. Puis sinon, mais en fait, juste, c'est ça, les récoltes, des fois, ça peut être un peu intense quand on a beaucoup de plantes, là, comme tout d'un coup. Fait que faire du canage aussi, c'est comme une bonne méthode pour conserver. Je suis vraiment pas une spécialiste. La seule fois que j'en ai fait, j'ai vraiment lamely, genre pas réussi, là. Mais mais de toute façon, tu sais, mon balcon produit pas assez pour que je fasse ça. Fait que moi, c'est vraiment de la consommation au quotidien. Puis des fois, quand j'avais plus de tomates, ben j'en donnais à mes voisines, tu sais, qui me prêtent leur balcon. Il y a ça aussi. C'est important de les remercier. C'est clair. Le canage ou les fermentations. Vous pouvez écouter notre épisode de Mâche Patate sur les fermentations. Il est excellent. Fait que, d'après toi, l'agriculture urbaine, au fond, là, est-ce que c'est une machine à faire des déchets ou c'est une manière d'éviter des déchets? Ultimement, je le verrais de façon plus large. Tu sais, il y a moyen de chercher à faire moins de déchets. Tu sais, je vous avoue que j'en fais pareil. Puis tu sais, mettons les plats à semis en plastique. Maintenant, j'y ramène à Carmen, là, l'agricultrice que je partais bio, parce qu'elle s'en sert. Tu sais, fait que je vais y ramener. Mais c'est tellement, je trouve, important pour l'éducation. Tu sais, c'est un peu comme dans mon cas, là. Je suis pas en train de produire ma nourriture, là. Fait que si on parle strictement en termes économiques et de rentabilité, d'efficacité, je fail, comme lamentablement. Mais je suis en train de m'éduquer sur le sujet. Fait que je trouve que c'est très important. Comme ma collègue Laure Caillot, elle a un petit balcon puis elle fait pousser des petites tomates avec du basilic, tu sais, elle se fournit pas avec ça, mais sa petite fille de 6 ans voit comment des tomates poussent, comprend mieux. Fait que je trouve que pour le volet éducatif, pour les déchets que ça produit, évidemment en faisant notre possible pour les réduire, l'éducation est beaucoup plus importante, là. Je trouve ça vraiment Mais c'est une important. belle porte, justement, de sensibilisation, déjà, à l'environnement, à la nature, tu sais, au cycle de vie des plantes, tout ça, puis c'est vraiment une belle porte d'entrée, déjà,
un mode de vie plus écologique. Ben oui, puis de comprendre, tu sais, les gens, c'est ça que je me rends compte, tu sais, ils peuvent racheter des tomates comme ils veulent chez IGA. Fait que s'ils en gaspillent, ils s'en foutent parce qu'ils vont juste aller au IGA en racheter. Mais quand tu comprends d'où vient ta tomate, c'est Bernard Lavallée qui dit ça, il dit, tu sais, quand t'as planté ta graine de tomate au mois de février, tu l'as regardé pousser, tu sais, tu te rends où avant de la manger, là, tu vas l'aimer ta tomate. Ouais. T'as gaspilleras pas ta tomate, tu sais. Fait que ce côté éducatif-là, pour moi, est beaucoup plus important que les peu de déchets que ça peut créer, mettons, là. Des fois, le zéro déchet, faut pas virer fou non plus, hein. Tu sais, comme produire une petite quantité de déchets peut vraiment avoir un impact positif beaucoup plus grand. Ouais. C'est vrai. Idéalement, faut jamais virer fou. Et idéalement. La santé mentale de tous, c'est important pour nous. Oui. et même en agriculture urbaine, c'est précieux. C'est très, très précieux. Mais aux urbainculteurs, en fait, on a vraiment la même approche que toi, là. T'sais, pour nous, l'agriculture urbaine, nos projets sont rarement, même jamais 100% axés sur la productivité parce que l'agriculture urbaine, ça agit à plein de niveaux, dont la sensibilisation, le contact avec la nature, il y a des vertus thérapeutiques. Fait que nos projets sont toujours multidimensionnels, puis je pense que c'est pour ça que l'agriculture urbaine, c'est un outil puissant, puis que même si ça peut entraîner dans une certaine mesure l'utilisation de plastique, on va pas arrêter d'en faire demain. Non, puis dans la catégorie santé mentale, moi, mon jardin est un équilibre de ma santé mentale, là. Me mettre les deux mains dans terre. C'est thérapeutique de jardiner. Oui. Très. Alors, ouais. en ces périodes d'anxiété, jardiner. Oui. Ça va aller. Ben merci Mélissa, merci d'être venue nous parler. Ben merci à vous autres, je vais mieux vous suivre là, je vous jure, là, je vais aller apprendre de vos recettes avec de l'ail pis tout là. Parfait. Ben en tout cas, on peut dire que comme dans les autres domaines de la vie, hein, la solution pour produire moins de déchets, ça passe souvent par prendre une petite pause, observer ce qu'on fait, réfléchir, puis une bonne dose de gros bon sens. C'est souvent ça qu'il faut, hein. Ouais. Puis ça fait toujours du bien d'avoir de l'inspiration puis de la motivation, hein. Fait que Mélissa, merci d'exister. Ben un grand plaisir, merci à vous de m'inspirer. C'est un partage en inspiration, ça se fait pas tout seul de notre bord. C'est tellement un épisode touchant. Puis avant de conclure, on s'en va écouter la capsule préparée par Marie-André. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Je me suis dit qu'il était absolument primordial de parler de la production des transplants, mais j'ai rapidement réalisé que sans exemple visuel, c'était un peu plus complexe. Mais bon, je vais essayer de vous exposer de grandes généralités afin que vous partiez du bon pied. Premièrement, les semences. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à participer à l'une des nombreuses fêtes de semences qui ont lieu au Québec à chaque année. Vous pourrez y rencontrer une foule de semenciers passionnés d'ici et assister à des conférences sur de multiples sujets agricoles. Si cet événement a déjà eu lieu près de chez vous, sachez que la plupart des semenciers offrent la livraison postale, vous n'avez qu'à commander sur leur site. Ensuite, le comment. Comme je l'ai déjà abordé, référez-vous à un calendrier de semis pour savoir quand procéder ou au sachet de semences s'il provient de votre région. On ne le dira jamais assez, optez pour un terreau de qualité même si le coût est parfois plus élevé. Sa texture doit être fine, il doit être léger et drainant tout en ayant une bonne capacité de rétention d'eau. Humidifiez bien votre terreau. Lorsque vous en prenez dans vos mains et le serrez, un peu d'eau doit en sortir. Remplissez votre multicellule ou vos plants et enlevez l'excédent. Soulevez ensuite le tout d'environ 6 pouces et laissez tomber sur la table ou au sol, cela compactera juste assez le terreau. Semez à une profondeur qui équivaut à 3 fois le diamètre de la graine et couvrez superficiellement de terreau sec. Les plantes aiment germer dans un environnement chaud. Vous pouvez vous doter d'un tapis chauffant facilement trouvable en centre-jardin ou augmenter pour quelques jours la température de la pièce, disons autour de 25 degrés. Retenez toutefois que c'est davantage un sol chaud qu'un environnement chaud dont vos semences ont besoin à ce stade. Pour la croissance, on vise une température entre 18 et 23 degrés le jour et de 18 degrés la nuit. Assurez-vous d'avoir un bon apport lumineux. Si les semis sont sur le bord de la fenêtre, tournez-les à toutes les semaines. Comme la photopériode est assez courte en mars et avril, il est possible d'avoir recours à un éclairage d'appoint à l'apparition des cotylédons. Vous pouvez acheter un fluorescent Cool White ainsi qu'un fluorescent Warm White pour offrir le spectre lumineux complet aux plantes. Le fluorescent devra être placé à 15 cm des feuilles et être monté au fur et à mesure que vos plantes grandiront. Idéalement, les plantules profiteront de 14 à 16 heures de lumière par jour.
Soyez attentifs à l'arrosage. Il faut trouver le bon dosage entre le trop et le pas assez. Je n'ai malheureusement pas de solution miracle, sauf l'expérience. S'il y a signe de carence, vous pouvez combiner une émulsion de poisson ou d'algues à l'eau d'arrosage. Prévoyez un peu plus de semis que prévu pour éponger les pertes. Aussi, vous aurez possiblement à repiquer certains transplants comme les tomates et les aubergines et à éclaircir des semis qui auront été faits plus densément. Alors voilà, amusez-vous, restez calme et surtout, donnez de l'amour à vos plantes. Et voilà, c'est ce qui conclut cet épisode de Mange Patate. On espère qu'on a pu vous donner quelques pistes pour vous aider à réduire l'impact négatif et à maximiser l'impact positif de votre jardin urbain. Comme d'habitude, on va mettre tous les liens pertinents, ceux dont on a parlé et même d'autres qui sont intéressants à propos du zéro déchet sur la page de l'épisode, sur notre site web, donc à urbainculteur.org/mâche-patate. Et on vous rappelle que cet épisode était présenté par La Récolte, Aliments en vrac et minimaliste. Pour faire vos emplettes zéro déchet, rendez-vous au 885 3e avenue dans Limoilou et au 980 avenue Cartier dans Montcalm, sans oublier d'apporter vos contenants. Et surtout, n'oubliez pas de dire le code MANGEPATATE à la caisse pour bénéficier de 10% de rabais jusqu'au 10 avril 2019. Merci à La Récolte pour son soutien. Puis merci aussi à vous, nos auditrices et auditeurs. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre et ça nous rend pas mal heureuses. Puis si vous appréciez ce qu'on fait, merci de nous laisser des commentaires ou des étoiles et de vous abonner à Mange Patate. Puis surtout, merci à celles et ceux qui partagent la bonne nouvelle puis qui parlent de notre podcast autour d'eux. Ça nous aide à faire grandir notre communauté de Mange Patate. Je sais pas comment vous voulez qu'on vous appelle. Mange Patate toi? De Mange Patate toi, c'est peut-être plus cute. Je sais pas. Vous pouvez nous écrire une opinion là-dessus. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Salut! Bye bye!